Chers amis, soyez les bienvenus à cette série de la nature de l'homme. Et le sujet d'aujourd'hui, cerveau linéaire, comprendre le fonctionnement de votre cerveau. Bon, ce sujet sur le cerveau linéaire, il y a pas mal de littérature, je précise, non scientifique. C'était développé par différents psychologues, mais ce n'est pas une démarche tout à fait scientifique. Qui décrit un phénomène des enfants ou des personnes, entre guillemets, surdouées, ce qui est un terme assez péjoratif. Aujourd'hui, en France, dans la francophonie, on utilise beaucoup le terme HPI, donc haut potentiel intellectuel. Il y a même une série à la télé qui est une vraie caricature d'un HPI. Bon, il y a des éléments qui sont vraiment identifiables, mais c'est une vraie caricature d'un HPI. Mais bon, voilà, c'est intéressant, mais il ne faut pas que ce soit une référence pour comprendre les personnes qui sont qui expérimentent en fait ce type de problématiques. En tout cas, voilà, l'idée de ce sujet d'aujourd'hui, c'est pour ces débats scientifiques sur la chose, parler d'une manière un peu plus claire et expliquer en quoi consiste cette histoire des cerveaux linéaires. Donc là, on a deux pensées. D'ailleurs, je vous invite à... Il y a un blog, bon, il y a pas mal d'informations sur Internet, hein, mais un blog qui a attiré mon attention, qui est très intéressant, qui a été écrit par quelqu'un qui a une pensée, un mode de fonctionnement en arborescence, on dit en français. Et vous trouvez le lien donc là à l'écran. Je le rajouterai aussi à la description de cette vidéo. Mais voilà, c'est pour illustrer. Et j'ai pris cette photo à partir de ce blog qui me semble une bonne explication. Vous voyez là, à gauche, donc la personne doit aller d'un point A à un point B, va tracer le schéma pour arriver à destination. La personne qui réfléchit en arborescence, elle va trouver des schémas multiples, pas forcément optimisés, mais elle va explorer toutes les possibilités. Et donc ça illustre bien en fait la différence entre une pensée linéaire ou en arborescence. Il y a un mythe qui a été largement diffusé à travers les réseaux sociaux et Internet, c'est que le cerveau, il y a un côté gauche qui est, on va dire, logique, Et l'autre il y cerveau a un droit, côté droit qui est plus illogique artistique. et artistique. Sauf que d'un point de vue scientifique, ça n'a jamais été démontré. En fait, il n'a jamais eu un IRM qui a démontré que le cerveau est plus actif à gauche ou à droite en fonction des types d'activités qu'on demande de faire. Donc ça, c'est un mythe, mais qui c'est quelque part en relation. En fait, il y a une vérité cachée derrière ce mythe et on aimerait la mettre en lumière à travers ce sujet. Donc là, on a deux schémas. Donc à gauche, une pensée divergente et à droite, une pensée convergente ou linéaire. Donc à droite, c'est quelqu'un qui va suivre des étapes pour résoudre des problèmes. Et à gauche, c'est quelqu'un qui va chercher à explorer différentes possibilités. Donc c'est deux façons de penser qui sont diamétralement opposées. Donc le texte dit. Oui. Les articles scientifiques parlent plus de pensées divergentes que de pensées ramifiées. Lors de tests de pensée divergente, un enfant est invité à présenter autant d'idées que possible à partir d'un mot, d'un objet ou d'une situation. Dans les études menées, les enfants zèbres, surdoués, à haut potentiel, quelle que soit la dénomination, ont un plus grand nombre d'idées que la moyenne. Par conséquent, la pensée linéaire ne s'opposerait pas à la pensée divergente, mais cette dernière serait plus développée. En fait, là, ces études ont apporté la lumière sur une réalité qui n'est pas abordée par le concept sèvre linéaire. En général, on dit il y a des personnes sèvres et des personnes linéaires. En fait, qu'est-ce qui se cache derrière en réalité? C'est que tout le monde a les deux types de pensées, les deux types de fonctionnement, que ce soit divergent ou convergent. Mais il y a un type de fonctionnement qui va prédominer chez les uns ou chez les autres. Et aussi, ça peut être dans certaines situations. Par exemple, dans une situation, on aura la pensée convergente qui sera dominante, et tandis que dans une autre situation, ça sera la pensée divergente qui prédominera. Et là, on voit une image qui parle d'elle-même. Donc, bon, ça se fait que tout le monde ne pense pas comme moi. Donc, pour les enfants, c'est vraiment un énigme.
et notamment pour les enfants qui ont une dominante divergente. C'est un énigme de comprendre pourquoi les autres ne pensent pas comme eux. Pourquoi ils ne les comprennent pas? Pourquoi la prof ou le prof va faire les choses d'une manière rigide? Pourquoi? Et pourquoi ne pas aborder les possibilités? Et pourquoi ne pas faire autrement? C'est quelque chose qui est très difficile à comprendre pour l'enfant et ensuite difficile à comprendre par l'adulte, mais ce qui est pire, c'est qu'il est très difficile à comprendre par la société. C'est que personne ne comprend cette situation. En fait, on a passé à côté du fait qu'il y a des modes de fonctionnement différents. Et alors, quand on parle des convergents divergents, imaginons que nous avons des curseurs, il y a là les convergents, là la pensée convergente et là la pensée divergente. Et en fait, en fonction de la proportion, la dominante de l'un sur l'autre, ben, on va avoir des types de personnalités différentes, ce qui fait qu'en fin de compte, personne n'est pareil. Chacun est différent. Même les frères jumeaux, il y a des différences dans ces dominants. Donc, une personne qui est plutôt, on va dire, linéaire, si on utilise le terme utilisé par les premières études de ce phénomène, donc une personne convergente, va être moins divergente. Et donc, du coup, c'est une personne qui va avoir une pensée assez pratique et pragmatique. Donc, c'est, on va de A à B, ben on va passer par telle étape et on arrive. C'est bon, fini. Fin d'histoire, je passe à autre chose. La personne qui est plutôt divergente, il va analyser, il va aller d'un point A à un point B, mais il va dire, OK, d'accord, je peux peut-être le faire comme ça, mais pourquoi ne pas le faire autant de manières que possible? Oui. Et toutes les idées vont tomber en même temps. Donc ça génère des difficultés à l'école. Bah, surtout pour les enfants, c'est compliqué, hein. Ah bah si, c'est extrêmement compliqué. Bah, les enfants, ils vont avoir des grosses difficultés à l'école. Les profs, ils ne vont pas les comprendre puisqu'ils ne sont pas forcément formés à ça. Bah, leur estime va être blessée, leur confiance en soi. Exactement. Mais parce qu'on va leur dire qu'ils sont bêtes, qu'ils sont pas assez intelligents pour comprendre, alors que c'est pas ça le problème. Exactement. On va juger leur capacité à comprendre, à faire les choses, on va les juger inutiles ou incompétents ou incapables ou tout simplement paresseux. Et le pire, c'est que les parents vont pas comprendre. Ils vont s'aligner avec les professeurs. Oui. Et du coup, l'enfant va être complètement livré à lui-même et sans savoir quoi faire. Je pense que le phénomène de décrochage scolaire, c'est un phénomène qui est très mal étudié. Ça m'est arrivé une fois, à la demande de quelqu'un, d'aller rencontrer une prof. L'élève avait des problèmes avec cette prof. C'est pas qu'elle avait des problèmes personnels, mais en fait, il avait du mal à suivre les cours, à les assimiler. Donc, j'ai discuté avec cette prof et en quelques minutes, j'ai compris la difficulté. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai commencé à l'expliquer que ça existait. Et on a pris 30 minutes. En 30 minutes, à la fin, elle m'a dit, Monsieur Lopez, je vous remercie parce que il arrive que j'ai mon mari qui fonctionne comme ça et ma fille qui fonctionne comme ça et je ne les comprenais pas. Et maintenant, à la lumière de ce que vous venez de me dire, je vais commencer à les comprendre. Et elle était ravie. Et en fait, ce qui était étonnant, c'est que le résultat n'a pas tardé à se voir dans la classe. Parce que l'enfant, la personne qui m'a sollicité a pu établir un lien de connexion avec ce prof, qui maintenant il comprenait qu'il y avait des modes de fonctionnement différents et qu'il a bien voulu jouer le jeu d'adapter les choses et laisser un peu explorer. Et donc, ce qui a fait, en fait, a aidé à développer la créativité. Il y a aussi une chose que je ne l'ai pas dit dans ce jeu en espagnol, c'est dommage, mais j'ai complètement oublié. J'avais tellement des choses dans la liste à dire et très peu de temps. C'est qu'en général, les personnes qui ont une pensée prédominant divergent, ils ont tendance à avoir beaucoup de créativité. Alors, quand je parle de créativité, ce n'est pas forcément des artistes, ce n'est pas forcément des personnes qui vont être douées avec les mains pour fabriquer des choses. Bah, peut-être une imagination très développée. Par exemple, donc une imagination très développée. Il y a aussi un phénomène assez intéressant, c'est que comme les enfants qui ont une pensée divergente, ils sont rejetés
par leurs camarades, par les profs et par les parents. Donc, ils vont commencer petit à petit à se détacher de la réalité. Et donc, ce sont des enfants qui vont devenir menteurs très facilement. Donc ça, il faut comprendre le processus, il faut analyser qu'est-ce qui se passe. Il y a différents éléments. Et ce détachement de la réalité, c'est un problème qui vont traîner toute leur vie. Donc, l'enfant, il doit apprendre à se reconnecter avec lui-même et avec la réalité, à s'accepter tel qu'il est, à se connaître, à savoir comment il fonctionne. Petit à petit, il y a des thérapies qui se font sur les structurations de la pensée. Donc, il y a les orthophonistes qui travaillent pas mal dans ce domaine. C'est un phénomène qui, je ne sais pas si de manière consciente ou inconsciente, était déjà connu des orthophonistes qui rencontraient les enfants dans ces difficultés et qu'ils avaient du mal à le traiter. Aujourd'hui, ça s'est conceptualisé et c'est beaucoup plus simple à traiter. Il y a des thérapies. Il y a par exemple sur l'organisation de la pensée, il y a l'exstruction de la pensée. On demande à l'enfant sur un problème X ou Y qu'on lui pose, d'écrire toutes les idées qui viennent à l'esprit dans des post-it et sans forcément les mettre en ordre. Il va les écrire, tout ce qui vient à l'esprit. Et ensuite, ce qu'il va faire, c'est que l'enfant, il va poser ses post-it sur un tableau et on va le laisser mettre de l'ordre dans ses idées. Et très naturellement, l'enfant, il va retrouver un raisonnement qui ressemble beaucoup au raisonnement d'une personne dominante Linéaire. ou voilà, j'ai oublié le terme. Moi aussi. Convergent. Convergente. Voilà, c'est la fatigue. Ok. Donc une personne des dominances convergentes. Donc on voit bien que ce type de fonctionnement est présent chez tout le monde, mais c'est une question de dominance. Okay. Donc la compréhension de l'enfant est vitale dans son développement. Et le problème, c'est que souvent les enfants, ils sont jugés. On dit à l'enfant, bah, tu t'intéresses pas au cours, t'es un feignant. Ils vont le punir. Tu n'arrives pas à faire tes problèmes de maths, tes exercices de maths, donc tu n'es pas intelligent. Et ça aussi, c'est un autre facteur auquel j'ai parlé tout à l'heure dans le sujet en espagnol, c'est que effectivement, on juge l'intelligence par rapport à certains critères, par exemple la mémoire. La capacité à faire La du mémoire, c'est calcul une forme mental. d'intelligence. Mais en fait, la mémoire, on a tous de la mémoire, hein, on retient tout. En fait, le problème, ce n'est pas de retenir les informations, le problème, c'est aller les chercher ensuite. C'est ça le problème. Et donc, il faut se structurer pour le faire. Il y a des gens qui ont des mécanismes, c'est pour ça que je dis, ils sont intelligents parce qu'ils ont une bonne mémoire, mais ce n'est pas une bonne mémoire, c'est une bonne structure pour aller récupérer les informations qui se stockent. Et donc, on a, par exemple, chez nous en France, on a Stéphane Bern, qui est un historien, et il est incollable sur les sujets d'histoire, il connaît tous les détails, les dates et tout, c'est impressionnant. Moi, je suis très admiratif de ce monsieur. Et lui, il a une intelligence qui est naturellement orientée vers la mémoire. Bien évidemment, je pense qu'il a aussi d'autres centres, d'autres curseurs qui sont aussi forts dans son intelligence, mais je ne connais pas suffisamment pour en juger. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que la mémoire est quelque chose de très développé chez lui. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule forme d'intelligence. Quelqu'un qui n'arrive pas à sortir des dates historiques ou des trucs de sa mémoire, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas intelligent, parce qu'il y a différents types d'intelligence. Aujourd'hui, on juge l'intelligence si quelqu'un est capable de faire des calculs mathématiques à une grande vitesse et qui connaît les maths et qui peut faire des calculs intégraux, etc. On dit que c'est quelqu'un d'intelligent. Oui, c'est certainement le cas, mais ce n'est pas le seul type d'intelligence, parce qu'on peut avoir aussi Par intelligence. exemple, Beethoven. Beethoven, c'est un artiste. Et Beethoven, c'est quelqu'un qui était aussi, entre autres, C'est un génie. divergent. C'est un C'est un grand génie. divergent. En général, tous les génies de l'histoire ont été divergents. En tout cas, tous les cas que j'ai analysés, Einstein. Einstein, par exemple, c'était divergent. C'était divergent, Et mais c'était pourtant, il a eu des divergent qui ont problèmes. réussi à canaliser en fait leur divergence. Oui, Albert Einstein, il l'a appris avec les années parce qu'au départ, il était presque en échec scolaire aussi. Oui, tout à fait. Et Einstein, pour beaucoup de personnes, c'est une surprise d'entendre qu'Einstein il a eu des difficultés pendant ses études.
et notamment en physique. Physique, maths. C'est assez étonnant. Mais en fait, c'est pas qu'il n'était pas intelligent, c'est pas qu'il comprenait pas, c'est qu'il était dans l'exploration en permanence. Et donc, il s'est dispersé. Et comme il s'est dispersé, bah, au moment d'être évalué, bah, des fois, il n'était pas au niveau des attentes de ses évaluateurs. Donc, mais ça ne voulait pas dire qu'il n'était pas intelligent. D'ailleurs, c'est reconnu mondialement et je pense que personne n'a de doute là-dessus comme l'une des personnes les plus intelligentes du monde qui a existé dans le monde. Donc, il y a beaucoup de génies qui, euh, qui fonctionnent dans la divergence, c'est ce que je trouve, en tout cas dans tous les cas que je peux analyser. Je ne sais pas s'il y a des exceptions, je n'ai pas tout fait. Si vous m'entendez, que vous connaissez une histoire d'un génie qui n'était pas divergent, bah, j'aimerais bien l'entendre et comprendre le processus. Mais en tout cas, ce n'est pas une obligation pour quelqu'un d'intelligent d'être divergent. Mais le génie créatif est toujours associé à la divergence. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc si vous m'entendez maintenant et que vous avez des problèmes, que votre enfant a des problèmes scolaires, etc., s'il vous plaît, prenez le temps d'essayer de comprendre ce qui se passe. S'il vous plaît, essayez de chercher l'aide. Malheureusement, en France, on a très peu de structures capables d'accueillir ces cas. Malheureusement, mais ce n'est pas une fatalité. Il y a quand même pas mal de psychologues spécialisés dans la surdurance. Il y a des psychiatres spécialisés dans ce domaine qui peuvent aider à accompagner votre enfant. Et si vous êtes adulte et que vous identifiez avec ce qu'on est en train de dire, allez chercher de l'aide. C'est important. Vous pouvez aussi nous contacter et on vous aidera le mieux qu'on pourra. Surtout, c'est important de souligner la souffrance des personnes qui sont divergentes. Parce que c'est pas facile à vivre quand on n'est pas encadré et qu'on ne sait pas quoi faire. Parce que c'est des idées qui fusent à tout instant. C'est fatigant et ça peut faire peur. Tout à fait. Et donc, un enfant qui vit ça, il peut se traumatiser, en fait, rien qu'avec des questions toutes simples. Tout à fait. Et c'est le fait qu'il y a quelque chose qui s'allume, il y a plein d'idées qui vont tomber comme un déluge. Et si on voit un enfant, par exemple, quand on lui Ça peut pose la faire peur, hein. question combien font 2 plus 2, la réponse est toute simple et il la connaît très bien. Mais ça va lui faire un blocage. Exactement. Et là, on dit que l'enfant, il est pas intelligent, il ne s'intéresse pas, etc., ou il est feignant, mais pas du tout. Mais ça, c'est aussi la société qui joue un rôle chez les enfants. Dès qu'ils rencontrent des difficultés, bah, on les achève, quoi. On tue leur estime, Et ça, c'est un gros leur problème. confiance. Et donc, la peur de se tromper. Ils vont commencer à avoir peur de se tromper. C'est que dans la société d'aujourd'hui, on n'a plus le droit à l'erreur. Ouais, après, il y a des pays dans lesquels le droit à l'erreur est plus ou moins respecté. Et je ne parle pas des impôts, hein. Je parle globalement. Globalement, c'est par exemple quand j'ai commencé à apprendre le français, bah, bien évidemment j'ai fait encore des erreurs, hein, attention. Mon français est assez limité. D'ailleurs, j'ai jamais pris des cours de français, j'ai appris sur le tas parce que j'ai jamais eu le temps d'aller prendre des cours. C'est tout de suite au travail. Mais en tout cas, j'ai vécu ça en France. Moi, je n'avais pas peur de me tromper et souvent, j'étais repris méchamment. C'est-à-dire, monsieur, il ne faut pas parler comme ça, vous parlez mal français, c'est quoi ça? On me grondait, mais bon. Mais tout le monde n'est pas capable d'encaisser émotionnellement cette attitude. Et donc, le résultat, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés à apprendre la langue française, qui est une très belle langue. Elle est magnifique. Mais en fait, le problème, ce n'est pas la langue. C'est un peu comme, je ne sais pas dans d'autres pays, mais par exemple en France, il y a beaucoup de gens qui parlent anglais qui parlent anglais d'une manière excellente, mais il y a beaucoup aussi, et c'est la majorité, ils ont beaucoup de difficultés avec l'anglais. Et en fait, c'est lié au fait que dans la société française, en tout cas, on ne s'accorde pas trop le droit à l'erreur, et notamment en ce qui concerne la communication. Donc ça, c'est vraiment problématique, c'est dommage parce que ça crée un blocage de manière globale. Ben, les personnes divergentes, ils sont confrontés à ça, mais dans tous les domaines de la vie, pas que le langage. Dans tout le domaine de la vie. Comme on est dans une société extrêmement compétitive, bah, ces personnes ils vont être très rapidement en difficulté.
Donc, c'est vraiment dommage que ça arrive. Et puis, si votre enfant est dans cette situation, n'hésitez pas à chercher de l'aide, hein. Franchement, vous lui ferez le plus grand bien. Et si ça se trouve, c'est un enfant à très haut potentiel qui va faire des grandes choses. Pas forcément dans ce que vous attendez, mais en tout cas, il trouvera sa voie et son intelligence, elle va s'épanouir dans le domaine qui seront ces domaines des préférences. Bah, souvent, les parents, ils ont déjà planifié la vie entière de leurs enfants Exact. et ne leur permettent pas de développer euh, leur, comment on dit? Vos Leur attitudes naturelles. créativité et surtout de s'épanouir dans le domaine qu'ils aiment et dans lequel ils se sentent confiants et épanouis. Oui. Souvent, les enfants qui ont du mal à choisir un métier, etc., c'est que même s'ils veulent aller dans une direction, ils sont pas sûrs de réussir, donc ils ont peur de l'échec. Donc ça, c'est vraiment dommage et il faut traiter ce type de problématiques. On va lire quelques définitions, parce qu'on parle des pensées convergentes, pensées divergentes. Donc convergent, c'est que ça va se focaliser, et divergent, c'est que ça part dans tous les sens. Voilà, globalement. Moi, je suis divergent quand je pense dans tous les sens. Ça part, en fait, c'est un peu comme un feu d'artifice. On me pose une idée et ça fait une explosion. Bang! Et ça va dans toutes les directions. Ça, c'est divergent. Et convergent, je focalise. C'est comme un laser. Je focalise sur l'objectif et on est plus efficace. OK? On va lire cette définition. La pensée convergente, c'est le processus de pensée qui suppose qu'il n'y a qu'une seule solution correcte ou optimale à chaque problème. Les êtres humains s'appuient sur leurs connaissances antérieures et ordonnent logiquement les informations disponibles pour parvenir à cette solution sans équivoque qui ferme le problème. La dynamique consiste à chercher une réponse certaine ou conventionnelle, généralement à la recherche d'une seule réponse, et à utiliser systématiquement les expériences antérieures comme raccourci pour résoudre le problème. Donc, c'est une intelligence très adaptative, donc très efficace. En général, dans le domaine militaire, c'est ce qui est demandé, d'avoir une rapidité d'analyse. Donc, en général, je dis, parce qu'il y a certains postes dans le milieu militaire qui demandent une pensée très convergente pour analyser des possibilités à des différents issues à des problèmes. Donc, voilà. Et comme je l'ai dit aussi, ça dépend des situations. Il y a des situations où on peut être convergent et d'autres situations où on peut être divergent. Donc, ça varie vraiment. Exactement. Ça, tout le monde, ce qui est clair, c'est que tout le monde a les deux modes de fonctionnement. C'est qu'on est à la fois convergent et à la fois divergent, mais il y a un mode qui va prédominer sur l'autre. Et comme le dit Tamar, par moment, il y a un type de fonctionnement qui va dominer l'autre. Donc, la pensée divergente, c'est le processus de réflexion consistant à générer des idées en explorant de nombreuses solutions possibles. Dans ce processus, la logique n'est pas un déterminant, en tout cas la logique conventionnelle. La pensée divergente se produit spontanément, de manière fluide, de sorte que de nombreuses idées sont générées en peu de temps et que ces conditions inattendues sont dessinées dans notre esprit comme une carte mentale. Une fois que les pensées divergentes ont été complétées, les idées et les informations sont organisées et structurées en utilisant la pensée convergente. Voilà, ça c'est extrêmement intéressant. Donc, finalement, la pensée divergente, il va utiliser à la fin du processus la pensée convergente. Sauf qu'elle a perdu beaucoup de temps, elle a analysé beaucoup de choses, on dit, et il y a un taux de déchets assez important. Il y a beaucoup d'idées qui sont avortées, mais bon, ils sont quand même explorés, et ça génère de la fatigue, c'est une perte de temps aussi. Mais il y a aussi cette histoire de la carte mentale. En fait, quand une personne qui a une dominante convergente pense à un problème même simple, tout va s'activer dans son cerveau. C'est comme un feu d'artifice, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça peut générer des émotions. Ce que la personne peut avoir peur de ça. Et ça peut générer un blocage. Ce qui arrive souvent, c'est l'illustration qu'on a fait Avec les enfants, avec les enfants. 2 plus 2, c'est combien? Bah, j'en panique. j'en sais plus, j'en sais plus. Je savais, mais j'en sais plus. En fait, en réalité, il le Et pourtant, sait. elle le sait, mais il a juste peur, je Il sais est pas moi, bloqué parce qu'il y a tellement d'idées dans sa tête. bah aussi la peur du jugement parce que la Ah, société tout les à a fait. habitués en fait à que l'échec c'est pas bon. Exactement. C'est pas bon de se tromper et donc ils ont peur, même qu'ils savent qu'on essaie 2 plus 2, ils ont peur de l'échec. Il ne faut pas être médiocre, mais il ne faut pas avoir peur de l'échec.
Parce que quand on est en échec, on ne perd rien. On gagne de l'expérience. Donc certes, on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'est fixé, mais on a quand même gagné. Et donc ces expériences, ils vont nous aider à grandir et à développer notre intelligence. Alors, on va faire quelques graphiques. Là, les animations elles ont un peu sauté. Donc, j'ai un point qui apparaît ici un peu par ici, mais oubliez-le, ne pensez pas à lui. Et on va traiter à gauche. Donc, c'est une problématique soumise à une personne convergente. Donc, il doit aller d'un point A à un point B. Donc, il peut se dire, moi, je vais aller tout droit, de A à B, en contournant tout ça. Il peut se dire aussi, je vais passer par ça et je vais aller là. En tout cas, il va chercher le chemin le plus simple, le mieux optimisé pour résoudre le problème. En général, ce schéma, il va correspondre à une expérience similaire qu'il a vécue au passé. Donc, c'est un mode de fonctionnement très économe en énergie, puisque le cerveau est beaucoup moins sollicité. Il y a moins de secteurs du cerveau qui vont s'activer. Et la réponse elle va être aussi beaucoup plus rapide, puisqu'il y a beaucoup moins d'informations à traiter. Donc, ça, c'est la personne convergente. Elle va se focaliser sur la solution à son problème. Mais il peut avoir aussi la personne divergente. Et la personne divergente, elle est confrontée au même problème. Il pourrait aller... Pardon? Seulement qu'en fait, comme on a dit dans le texte, il a plus d'idées. Oui. Il est confronté. En fait, on lui demande d'aller d'un point à un point B et il pourrait suivre le même schéma, mais comme il a une prédominance divergente, il va dire, mais si j'ai fait ça, il y a autant de possibilités que ça allume. Je vais peut-être aller de là à là, et puis de là à là, et de là à là. Ah ouais, c'est marrant, mais je pourrais peut-être aussi aller comme ça pour résoudre le problème. Et je peux utiliser aussi cette option. Et c'est là aussi. Et ça aussi, et ça aussi, et ça aussi. Vous voyez là, on parle d'arborescence, non, ça ressemble à une racine imbriquée. Et ça donne des pensées qui ne sont pas faciles à comprendre. C'est pour ça que j'ai parlé des raisonnements en 3D. En fait, c'est une carte mentale en trois dimensions. Et quand la personne n'est pas habituée à ça, elle peut avoir peur de ces surplus d'informations et ça peut générer un blocage. Donc ça, c'est assez typique des personnes divergentes. Donc une personne divergente, on pensait en arborescence, on les appelle aussi des sèvres. Voilà, je vous laisse vous renseigner sur Internet de quoi il s'agit, parce que sinon après la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais ils vont avoir une intelligence qui est peu adaptée, peu efficace, mais qui peut trouver des choses très intéressantes. Donc ça, c'est l'esprit créatif qui va se développer. Bon, en bref. La pensée convergente s'appuie sur l'idée que nous avons d'une situation ou d'un objet à partir de notre éducation et notre expérience. En revanche, dans la pensée divergente, l'exploration intuitive de multiples possibilités conduit à une multitude d'idées concernant une situation ou un problème. Nous avons tous une pensée divergente et convergente, mais chacun tendra plus vers l'un que vers l'autre. La pensée convergente est adaptative par opposition à la pensée divergente, et la pensée divergente sollicite presque tout le cerveau, ce qui consomme beaucoup d'énergie. Donc ça va générer de la fatigue. Et donc c'est un cerveau qui va aller à toute vitesse, avec beaucoup de créativité, capacité d'analyse assez approfondie. Mais qui se fatigue très rapidement. Mais qui se fatigue très vite, parce qu'il est sursollicité, donc voilà. Ok. J'aimerais vous partager aussi un texte de Ellen White sur le développement de l'intelligence. Regardez ce qu'il dit en conseil sur la santé, au conseil de la santé, conseil des santé, pardon. Et c'est une traduction que j'ai fait par moi-même, puisque je n'ai pas trouvé une traduction officielle. Je pense qu'elle existe, mais elle n'est pas publiée en ce moment. Donc, en tout cas, je n'ai pas trouvé la source officielle en français, donc je me suis permis de faire cette traduction. Ne vous contentez pas d'atteindre un niveau bas. Nous ne sommes pas ce que nous pourrions, nous ne sommes pas ce que nous pourrions être, ni ce que Dieu veut que nous soyons. Dieu ne nous donne
Dieu ne nous a pas donné les facultés rationnelles pour rester oisifs, ni pour les pervertir dans la poursuite de fins terrestres et mesquines, mais pour être développés au maximum, raffinés, anoblis et employés à promouvoir les intérêts de son royaume. Mhm. Voilà, il ne faut pas se limiter à ce que nous avons. C'est notre responsabilité de développer nos capacités mentales. Personne ne devrait consentir à être une simple machine pilotée par l'intelligence d'un autre homme. Dieu nous a donné la capacité de penser et d'agir, et en agissant prudemment, en cherchant en Dieu notre sagesse, nous deviendrons en mesure de porter nos fardeaux. Travaillez avec les personnalités que Dieu vous a données. Ne soyez pas l'ombre de quelqu'un d'autre. Comptez sur le Seigneur pour travailler en vous, avec vous et à travers vous. Voilà, nous devons faire confiance à Dieu pour nous aider à développer notre intelligence, mais c'est l'exercice aussi, c'est le travail. C'est le travail, c'est les efforts, c'est l'analyse, c'est la compréhension. C'est aussi, il y a des moments où la personne a besoin de s'être posée, être seule et pouvoir réfléchir d'une manière indépendante sans être noyé par une multitude d'informations et pouvoir digérer tout ce qu'il a dans l'esprit. Et ça, c'est important pour une personne qui a une pensée divergente, mais c'est aussi important aussi pour tout le monde. Donc, c'est important de pouvoir développer son intelligence. Attention, il n'y a pas que les personnes divergentes qui sont intelligentes. Il y a des personnes qui sont convergents ou linéaires et qui sont extrêmement intelligents. Il ne s'agit pas de mépriser une partie de la population du monde, mais de parler d'une, entre guillemets, minorité. Je pense que pas que ce soit si minoritaire que ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça, mais qui n'ont pas encore eu cette information. Mais de mettre en lumière, en fait, ce phénomène de la pensée divergente, de la surdurance, entre guillemets, ou les sèvres, aussi comme on les appelle. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. On va terminer la vidéo, que le temps s'est terminé, malheureusement. En tout cas, je vous remercie pour le temps passé, pour l'attention que vous portez à ces sujets. Je remercie aussi Itamar qui nous a accompagnés dans ce sujet. Une fois de plus, si vous vous identifiez avec ce sujet, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. N'hésitez pas à nous contacter et on fera ce qu'on pourra pour vous. En tout cas, on essaiera de vous conseiller le mieux possible. Et je vous remercie pour cet intérêt que vous portez à cette chaîne, à cette série. N'hésitez pas à nous donner un like, n'hésitez pas à partager avec vos amis, avec toute personne susceptible de bénéficier en fait de cette information. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre curiosité. Merci Itamar et à la prochaine. Bye bye.